En septembre 2002, Bennett Omalu, médecin légiste de Petersburg, ouvre le crâne de Mike Webster, une légende du football américain. Depuis des années, sa vie était un enfer. Il se tasait pour s'endormir et réparer ses dents avec de la colle. Il finit mort dans son van d'une crise cardiaque. On a découvert quelque chose de très spécial dans son cerveau. Des plaques de protéines partout, des circuits morts et des neurones totalement ravagés. C'est le premier cas trouvé chez un joueur de NFL. De l'ETC, encéphalopathie traumatique chronique. Mais le plus fou, c'est que Webster n'a jamais eu de commotion diagnostiquée ni de chaos spectaculaire. Juste des milliers de plaquages étalés sur 17 très longues saisons. Pour comprendre tout ça, il faut qu'on débunk un mensonge. Ce n'est pas le chaos qui crée le plus de dégâts. Il suffit d'un jab bien placé, un crochet qui fait juste vibrer ta tête, la collision au centre du terrain, aucune chute, aucune perte de connaissance, juste le cerveau qui se cogne contre la boîte crânienne. Encore, et encore, et encore. Et pourtant, tout le monde pense que c'est lorsque le blackout arrive que ça fait le plus de dégâts. On sait maintenant que c'est faux. Voilà comment ça marche. Le cerveau, c'est un peu comme du gel dans un bocal. Chaque rotation de la tête crée une collision et les axones, les sortes de câbles qui connectent les neurones, ils s'étirent et se déchirent à cause de ça. Mais le corps, lui, tente de les réparer, sauf que quand les impacts se répètent dans chaque round, il n'y a juste pas le temps et les dégâts s'accumulent. Et lorsqu'il y a trop de dégâts, il y a une protéine qui s'appelle TAU qui forme des plaques. Ces plaques, elles bloquent la communication entre les neurones et les circuits s'éteignent, un par un. C'est précisément ça, l'ETC, une maladie dite neurodégénérative progressive, parce que ça se fait après des années de coups. Évidemment, tout ça ne se voit pas à l'IRM classique, et ne se diagnostique qu'après l'autopsie, quand on ouvre le crâne et qu'on examine le tissu au microscope. Et à ce moment, les chercheurs ont établi 4 stades. Le stade 1, quelques foyers de protéines TAU se retrouvent dans les profondeurs du cerveau. Le stade 2, les plaques de protéines se répandent, touchent l'hippocampe, la zone chargée de la mémoire. Le stade 3, c'est là que le cerveau commence à rétrécir et que les symptômes cognitifs apparaissent. Troubles de mémoire, confusion, difficulté à trouver ses mots, voire même, parfois, du mal à se déplacer. Et enfin, le stade 4. Ici, on parle de démence, de changement de personnalité et un cerveau qui ressemble à celui d'un patient d'Alzheimer à 85 ans, mais chez un homme de 40. Le pire, c'est que certains développent même de la paranoïa par rapport à tout ça parce que ça se rapproche énormément de l'Alzheimer ou de Parkinson. Une étude sur 152 sportifs morts a trouvé la présence d'ETC chez 41% d'entre eux. 61% n'avaient jamais joué au lycée ou à l'université, même pas de carrière pro. Juste des années de matchs de jeunesse. Et chez les pros du football américain, 11 sur 12 avaient de l'ETC. 11 sur 12. Mais il y a une autre étude, celle de l'Université de Californie qui suit plus de 200 athlètes encore vivants, et l'objectif, identifier toutes les marques observables pour mieux les repérer. Changement de volume cérébral, protéines TAU dans le sang, on n'y est pas encore, mais il y a peut-être une solution. D'ici quelques années, on pourra dire aux combattants, regarde, voilà ce qui se passe avec ton cerveau, maintenant à toi de décider si tu continues. Et qu'on soit clair, l'ETC ne guérit pas. Elle ne ralentit pas, elle progresse juste. Une fois lancée, il n'y a aucun retour en arrière. La seule prévention, c'est d'arrêter les impacts. Mais pour ça, il faut d'abord savoir où ils se produisent le plus. Et c'est pas durant les combats que ça se passe. Mais laissez-moi juste prendre une petite pause pour vous parler du sponsor du jour. Un sponsor qui a remis au goût du jour un jeu qui nous manque tous, qui est de s'affronter avec des cartes à jouer entre nous. Sauf que cette fois-ci, on s'affronte avec des cartes qui représentent nos sportifs préférés. Et dans mon cas, vous en doutez, ce que j'ai préféré, ce sont des combattants d'MMA. Ça tombe bien parce que justement une marque vient de remettre ça au goût du jour et en mieux. Je pensais pas que c'était possible, mais cette fois-ci, les cartes ne représentent plus des Pokémon, mais nos athlètes préférés, du foot, du basket et surtout du MMA. Ça s'appelle Genesis et c'est le premier jeu de cartes multisport où tu peux collectionner tes athlètes préférés. Mais tu peux surtout les faire s'affronter. Ok les gars, je viens de créer mon compte, là j'ai beaucoup de boosters à ouvrir et j'espère qu'on va avoir des cartes cheatées avec beaucoup de statistiques, comme ça on va pouvoir se la donner dans les duels qu'on va faire juste après. Et sans plus tarder, je vais tous les ouvrir. On va commencer par les boosters simples. Ok, on vient d'avoir Baki en rareté normale, il a 192 donc c'est vraiment pas mal. Let's go, on vient d'avoir BSD en version rare et on a aussi eu Paul Dena en version limitée. Donc là on va choisir les cartes qu'on met dans notre deck pour faire les affrontements. Donc là vu qu'on a 2 fois BSD en version rare, on va tout de suite les mettre dans le deck. Ensuite on va mettre Paul Dena vu qu'il a 321 de stats, suivi de Baki qui a 319. Donc maintenant qu'on a constitué notre deck, on va essayer de trouver un adversaire pour voir si on arrive à gagner. Ok, donc là notre adversaire il a 1200 de stats, nous on a 2700 donc c'est plutôt bien parti. Surtout que là on a déjà 3-0, ok. Ok, donc là on a explosé notre adversaire avec nos cartes épiques. Donc si jamais tu t'inscris et que tu ouvres tes boosters, je suis curieux de savoir ce que tu vas réussir à choper dedans. Parce que quand tu te crées un compte avec le lien qui est dans ma description, tu reçois directement 2 boosters gratuits de 4 fan cards pour commencer à jouer. Mais le plus fou, c'est que ça te fait participer automatiquement au tirage au sort d'un week-end sportif à plus de 1000 €. Et c'est toi qui choisis ton expérience de rêve. Que ce soit la NBA,
NBA, la Formule 1, le tennis ou un petit week-end pour voir l'UFC en direct. Bref, ça ce sera à toi de voir une fois que t'auras gagné. Donc clique rapidement sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, crée ton compte, récupère tes boosters gratuits et tente ta chance pour remporter un week-end sportif à 1000 €. Donc merci beaucoup à Genesis pour avoir sponsorisé la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne et de produire des vidéos de qualité comme celle-ci. Mais ça permet surtout de soutenir les athlètes en question parce que pour chaque carte que tu achètes, il y a 50% des revenus qui sont reversés aux combattants. Donc tout le monde est gagnant, alors n'hésite pas à bombarder le lien qui est dans la description et on se retrouve directement dans le jeu. Et sur ce, on va reprendre la vidéo. On regarde tous les combats et les KO de fou qu'il y a dans l'octogone, mais le vrai drame il se passe le vendredi soir dans le ring de la salle. Là-bas, il n'y a pas de caméra et il n'y a pas de médecin. Par contre, il y a ce qu'on appelle la culture du gym war. En gros, c'est de valoriser les entraînements à la dure et tout ce qui est old school, surtout chez les boxeurs. Et là-dedans, il y a sa part de positivité, comme s'entraîner toujours plus dur quand on fait du cardio, du travail au sac et même de la corde à sauter. Mais par contre, il y a d'autres choses vraiment dangereuses qui sont aussi mises en place. Et plus marquant, c'est le mythe de l'entraînement du menton. Plein de combattants pensent que le menton peut se renforcer. Et sur le papier, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Que plus on se prend de coups dans la tête, plus on est capable d'encaisser les KO, ce qui pousse beaucoup d'athlètes à s'entraîner très fort et se prendre beaucoup de coups au cerveau, un peu comme on entraînerait sa tolérance à la douleur dans les autres parties du corps. Mais la réalité, c'est qu'endurcir ça avec des coups, ça fait tout l'inverse de ce qu'on veut. Max Holloway, un ancien champion UFC chez les poids plumes, a cassé les codes. Pendant la pandémie, lorsqu'il était confiné à Hawaï, il n'a pas sparé pour son combat. 0 round lourd, juste du travail technique, de la visualisation et des pads. Cet entraînement était selon lui le meilleur qu'il ait fait de sa carrière. Pas de blessure, pas de mot-tête puissant, pas de brouillard mental, il est monté dans l'octogone frais et il a tout défoncé. Après ça, il a fait passer son message. Vous n'avez qu'un seul cerveau, protégez-le. Et là, on parle d'un combattant professionnel, pas d'un médecin, pas d'un amateur ou pas un spécialiste. Holloway a prouvé qu'on peut rester un combattant d'élite sans se faire démolir 3 fois par semaine en sparring. Mais pourtant, personne ne suit son exemple. La pression reste énorme, les coachs old school disent que si tu spares pas dur, tu seras pas prêt. Parce qu'on pense MMA quand on parle de violence, coup de coude, genou, sang partout. Mais la boxe dans tout ça, ça paraît presque plus propre. C'est super encadré et c'est un sport qui existe depuis très longtemps, sauf que les chiffres ne mentent pas. La boxe détruit plus le cerveau que n'importe quel autre sport de combat. Un combat de boxe professionnel, c'est 12 rounds de 3 minutes, 36 minutes de violence. En comparaison, un combat UFC c'est 25 minutes maximum, ça fait 11 minutes de différence. Ça paraît pas très long, mais quand vous passez 11 minutes à vous prendre des coups, 3 et moi c'est une éternité. Mais ce n'est pas juste le temps. En boxe, on frappe principalement à la tête. Il y a le corps oui, mais ça représente moins de 30% des coups. Chaque jab, chaque crochet, chaque uppercut vise à secouer le cerveau de l'adversaire. Il n'y a pas de takedown pour changer de phase ni de clinch qui dure, juste 2 combattants debout l'un contre l'autre, en train de frapper et d'encaisser. Le nombre de touches explose. Une étude sur des boxeurs pros montre des changements de la taille du cerveau, rétrécissement de certaines zones, gonflement d'autres, et le plus fou c'est qu'il y a une corrélation entre le nombre de combats et d'années de pratique. Plus tu boxes longtemps, plus ton cerveau rétrécit. Et là où on pourrait penser que les gants protègent plus, en réalité ça aggrave tout. Un gant de boxe de 10 ou 12 os protège la main du frappeur et permet de cogner plus fort sans se casser les os. Le résultat c'est que les boxeurs frappent à pleine puissance, round après round, sans limite. En MMA, les gants de 4Z offrent moins de protection et les combattants dosent. Une frappe trop forte sur la mauvaise partie du crâne avec des petits gants et tu risques de te péter la main, mais c'est surtout que la mousse permet de redistribuer l'impact et créer une plus grosse onde de choc à travers le cerveau. Mais le pire reste les knockdowns. En boxe, l'arbitre y compte jusqu'à 10. Le boxeur se relève et l'arbitre vérifie rapidement si le combattant répond et le combat reprend. Ça veut dire que le mec vient littéralement de subir un traumatisme suffisant pour le mettre au sol, son cerveau vient donc de cogner contre la paroi crânienne et on le laisse reprendre des coups. En MMA, tu tombes, l'adversaire suit au sol et l'arbitre arrête si tu ne te défends pas, et fin. En boxe, t'as le droit à plusieurs traumatismes avant que quelqu'un décide qu'il faut que ça s'arrête. Et la culture de la boxe renforce ce massacre. Un bon boxeur, c'est un boxeur qui encaisse, qui prend des coups et qui continue. On célèbre le mec qui refuse de tomber et on le traite de guerrier. Mais son cerveau, lui, il meurt un peu plus à chaque round. Le public ne voit pas ça, lui il voit que du sang sur le visage, un nez cassé, mais c'est loin d'être le plus impactant. On va prendre les 24 juin 2007. La WWE organise son pay-per-view Vengeance. Chris Benoit, un champion respecté, doit défendre son titre. Et pourtant, il ne se présente pas. Sa femme Nancy et son fils Daniel souffrent d'une intoxication alimentaire. Personne ne s'inquiète. Le lendemain, il envoie des messages étranges à plusieurs personnes. Les chiens sont dans la zone fermée de la piscine. La porte arrière est ouverte. Puis l'adresse de sa maison, plusieurs fois. La police arrive au domicile en Géorgie et y trouve 3 corps. Nancy, sa femme, est étranglée. Daniel, son fils de 7 ans, est étranglé aussi. Et Chris, pendu dans sa salle de sport. Les enquêteurs concluent rapidement à un double meurtre suivi d'un suicide.
Les recherches sur son ordinateur parlent d'elles-mêmes. Il avait tapé la manière la plus rapide de briser une nuque. Tout était prémédité. Le docteur qui l'autopsie déclare que son cerveau ressemblait à celui d'un patient d'Alzheimer de 85 ans, de l'encéphalopathie traumatique chronique au stade avancé. Les chercheurs estiment qu'il n'aurait probablement pas survécu au-delà de 5 ans, même sans le suicide. Et tout ça, c'est sûrement lié à son coup signature, le diving headbutt. Un coup de tête plongeant depuis la 3e corde, spectaculaire et dévastateur pour son adversaire, mais surtout pour lui. Benoît l'a fait des centaines de fois dans sa carrière. Son idole, le Dynamite Kid, lui avait dit d'arrêter ce move bien trop dangereux. Chaque impact envoie une onde de choc directement dans son crâne, pas de protection, juste la tête contre le corps de l'adversaire. Les analyses toxicologiques montrent des niveaux massifs de stéroïdes anabolisants, de testostérone et d'alcool. Les médias sautent sur le roid rage. Cette rage provoquée par les stéroïdes, c'est une explication facile. Sauf que les experts en ETC ne disent pas la même chose. Les stéroïdes n'aident pas, on est d'accord, mais ce ne sont pas eux qui créent les plaques de protéines, et ce ne sont pas eux non plus qui détruisent l'architecture cérébrale. C'est l'ETC qui fait tout ça. L'ETC provoque des changements de personnalité, irritabilité extrême, dépression profonde, paranoïa, impulsivité. Les zones du cerveau responsables du jugement, de l'empathie, de la régulation émotionnelle, ce sont exactement celles que l'ETC détruit en premier. Benoît était-il encore capable de réfléchir pendant qu'il faisait tout ça ? Beaucoup disent que non, son cerveau ne fonctionnait plus comme celui d'un mec en bonne santé, il fonctionnait comme celui d'un fou furieux. Évidemment, tout ça n'excuse rien. Nancy et Daniel ne méritaient pas ce qui leur est arrivé, rien ne justifie ces meurtres. Mais comprendre tout ça, ça aide à prévenir. Combien d'autres athlètes vivent avec des cerveaux détruits sans le savoir ? Parce que Benoît n'est pas le seul. Beaucoup de combattants, même au MMA, ont exactement le même problème. Gary Goodridge était champion de kickboxing et légende du MMA dans les années 90, et aujourd'hui il ne reconnaît même plus ses propres enfants. Le diagnostic est confirmé en 2012, aussi une ETC. Il a à peine 55 ans et le cerveau complètement détruit. 30 000 coups. C'est ce que les médecins estiment qu'il a subi durant toute sa carrière. 30 000. Entre les combats, les entraînements, les sparrings sans fin. Et tout ça, ça s'explique par son style. Frapper fort, encaisser dur et surtout ne jamais reculer. Au début, les symptômes sont discrets. Maux de tête, oubli, mais c'est après que ça s'aggrave. On passe sur des confusions, des changements de personnalité et même une profonde dépression. Et puis il y a aussi Tony Ferguson, l'ancien champion UFC des poids légers. Il comptabilise 25 victoires dont 12 par finition, est connu pour son cardio infernal et surtout beaucoup encaissé. Beaucoup trop encaissé. Et les fans adorent ça, mais son cerveau lui beaucoup moins. À partir de 2001, il y a une chose qui change. Tony perd 7 combats d'affilée. Il se fait dominer encore et encore. Ses réflexes ralentissent, sa lecture de combat se brouille et surtout il ne s'arrête jamais. Il continue de prendre des coups round après round. Et même en dehors de combat, il devient bizarre. En 2019, sa femme demande une ordonnance de protection contre lui. Il ne dort plus, croit qu'il a des gens qui le surveillent et il a des comportements imprévisibles et dangereux. Si bien qu'une nuit, il a même voulu détruire sa propre maison parce qu'il croyait qu'elle vivait dans les murs. Mais Ferguson n'a jamais été diagnostiqué officiellement. C'est juste impossible tant qu'il est vivant. Alors il continue et l'UFC le laisse combattre et les fans payent tous pour voir ça. C'est pour ça que les organisations ne font rien. Le football américain est le premier à avoir caché tout ça. La NFL a enterré ses propres études pendant des décennies, attaqué les chercheurs qui révélaient la vérité, puis a payé $1 milliard pour tout cacher. Aucun aveu de faute, juste de l'argent. L'UFC, quant à lui, parle de sécurité avec des protocoles de commotion où les médecins au bord de l'octogone, et sur le papier, c'est vrai que ça sonne bien. Mais en pratique, c'est loin d'être efficace. Les protocoles ne s'appliquent que le soir du combat, devant les caméras, mais le vrai massacre, il se passe dans les salles, loin des regards et surtout sans surveillance. L'UFC ne contrôle pas les camps d'entraînement. Les fédérations de boxe sont encore pires, WBC, WBA, IBF, WBO, 4 organisations majeures qui se battent pour le contrôle du sport. Mais aucune ne parle de l'ETC, et aucune n'impose de limites sur le sparring. Leur priorité, c'est d'organiser des combats et vendre des billets. Et le cerveau des boxeurs, c'est pas leur problème. Tant que les combattants peuvent signer des contrats et monter sur le ring, la machine continue de tourner. Et puis il y a le Power Slap, la ligue de gifles créée par Dana White, le patron de l'UFC. 2 personnes, face à face, l'une gifle l'autre de toutes ses forces, l'autre encaisse et on inverse. Pas d'esquive possible, ni de protection, il y a seulement une commotion à chaque impact. Les médecins crient au scandale, pareil pour les associations, mais la ligue continue. Pourquoi ? Parce que ça fait des vues et que le public regarde. On est tous un peu complices, on paye pour voir des mecs se détruire. On veut du sang et du drame, et après on s'étonne quand ils finissent brisés. L'industrie nous vend ce qu'on demande, de la violence pure, et on achète, encore et encore. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On arrête de boxer et de jouer au rugby ? Non, ça serait pas la solution. Mais on arrête de croire que se détruire à l'entraînement forge un champion. Certains combattants ont compris et changent les règles.
Le premier interdit, c'est sparring lourd régulier. Le sparring technique est bien mieux. Tu bouges à vitesse de combat, l'objectif c'est de résoudre les problèmes tactiques, comment sortir du coin ou gérer la pression, ce genre de choses. Surtout que quand on sort du mode de survie instinctif qui survient quand on fait des sparring lourds, ça nous permet d'être beaucoup plus créatif et d'apprendre beaucoup plus rapidement. Le deuxième conseil, c'est d'entraîner ta nuque. Un coup solide réduit l'accélération de la tête lors d'un impact, et qui dit moins d'accélération, dit moins de dégâts. Évidemment, ça ne te protège pas à 100%, mais ça aide. Mais même avec tout ça, c'est d'abord la culture qui doit changer. Arrêtez de glorifier celui qui encaisse sans broncher, et surtout valoriser la longévité des combattants. Eux aussi ont droit à une vie en dehors de la cage. Les fans doivent comprendre aussi que quand un arbitre arrête plus tôt, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la prévention. Quand un combattant se retire pour des raisons médicales, c'est du courage, pas de la lâcheté. On peut jamais complètement éliminer le risque, surtout pas dans les sports de combat, mais on peut aider à le réduire. Ça demande de se remettre en question, nous et les différentes organisations, d'accepter qu'il y a de vrais risques pour chaque personne qui reçoit un coup, et que ça ne pardonne jamais. Il ne tient qu'à nous en tant que spectateurs de décider si on veut vraiment protéger ceux qui montent dans le ring, ou si on préfère continuer à les regarder se détruire en direct.